Bonjour à la communauté de Joy for the Planet. Ça faisait longtemps que je n'avais pas publié du contenu sur ma chaîne. Parfois, la vie impose de se replier, de se mettre un peu au vert, faire le point en soi pour se ressourcer et continuer à donner le meilleur de soi-même. Et surtout parce que je suis depuis bientôt 2 mois en Colombie auprès d'une auteure, philosophe, psychothérapeute d'exception. J'ai nommé Ariane Biran, qui m'a invitée à partager un merveilleux projet de livre pour enfants qui paraîtra dans quelques temps. Et est née de cette rencontre une profonde amitié pour Ariane et l'envie aussi de vous partager de good vibes en ces temps turbulents. Et qui mieux qu'Ariane pour nous inspirer à travers des citations des sages de l'Antiquité et du Moyen-Âge, comment trouver les ressources en soi pour traverser les temps qui adviennent. Voilà, bonjour Ariane. Bonjour Isabelle, bonjour à la communauté. Ariane, tu peux nous dire déjà dans un premier temps pourquoi toute ta vie s'est nourrie à la sagesse des philosophes de l'Antiquité? Sur ces entrefaits, petite interruption inopinée puisque le chat d'Ariane nous a fait une crise de jalousie et a démonté notre magnifique structure. Vous devriez la voir, c'est vraiment digne d'une construction, qu'est-ce qu'on va dire, de Gaston Lagaffe, le professeur Tournesol, je ne sais pas, mais en tout cas, on va la faire vite Ariane. Hein. Alors comme ça, tu as des animaux de compagnie qui semblent très possessifs. Oui, je recueille beaucoup d'animaux et du coup, ils sont très accrochés à moi et très jaloux. Donc, il est temps que je rentre en Suisse parce que, ouais, parce que là, je crois que voilà, il y a une grosse jalousie en place. Donc, revenons à nos sages de l'Antiquité. On va y arriver. Alors, tu commences, qu'est-ce qui fait que ces sages de l'Antiquité t'ont toujours tellement touché, t'ont tellement inspiré toi-même? Tout d'abord, c'est une histoire familiale puisque ma grand-mère était professeure de lettres classiques à André Girolami, qui ensuite a fait l'orthophonie. Et puis, elle travaillait avec Jacqueline Mirandou, il y avait quand même ce cercle-là. Et j'ai toujours trouvé dans les auteurs, en particulier de l'époque gréco-romaine, une possibilité de prendre beaucoup de distance, tout simplement. Prenons pour commencer Homère. Je cite, « Du combat, seuls les lâches s'écartent. » Oui, c'est vrai. C'est vrai, pour le combat, c'est quoi? Le combat, il n'est pas souhaitable, mais des fois, il est inévitable, en fait. Quand on nous attaque, il est inévitable de se protéger. Et se protéger, c'est de la légitime défense qui est effectivement concernant notre intégrité à tous les niveaux, et qui peut être aussi morale et spirituelle. Et donc, il faut, pour rentrer dans ces combats-là, aujourd'hui, qui sont des combats extrêmement difficiles, parce qu'effectivement, nous sommes attaqués de toutes parts. Je pense simplement au combat pour la protection et la défense des droits humains, tout simplement. Il faut avoir énormément de courage. Et qu'est-ce que c'est que le courage? C'est une capacité de tenir sur la durée, parce que nous avons quelque chose qui est supérieur, nous ressentons quelque chose qui est supérieur et qui va nous permettre de traverser toutes ces attaques. Encore une fois, qui peuvent être de tous les ordres, mais qui peuvent aussi venir de notre, entre guillemets, camp, qui peuvent être des attaques calomnieuses, diffamatoires, plein de choses comme ça. Et il faut être capable donc d'affronter cette solitude, et pour affronter cette solitude, il faut sentir quelque chose en soi qui est beaucoup plus important, et je pense qu'il y a dans le courage, une relation immédiate avec ce qui nous anime et ce qui est dans notre cœur. Voilà. Et en fait, le courage, la lâcheté, c'est tout simplement le fait de ne pas ressentir en soi ce qui est notre, j'ai envie de dire, notre temple intérieur, notre flamme. Voilà, notre flamme. Et donc, quelque part, c'est pas un entraînement. Bien sûr qu'un entraînement au coup donne de l'expérience,
Mais c'est autre chose. C'est vraiment une foi. Voilà, une foi. Comment dire non? Comment poser nos limites tout en étant un être de paix? Bien sûr qu'on est un peu, évidemment, sous l'influence judéo-chrétienne, qui nous a enseigné à tendre l'autre joue quand on était malmené, mais je pense que c'est un message originel qui a été détourné de son sens premier. Et comment revenir à cet espace d'amour pour son prochain, tout en étant dans un positionnement ferme et respectueux de son intégrité et de ses valeurs. Alors, je pense que quand on n'est pas dans un positionnement ferme, c'est que soit on a déjà l'habitude, on a déjà des chemins traumatiques, c'est-à-dire on a déjà l'habitude d'avoir été transgressé, et, euh, et on peut aussi être trop en empathie en fait avec des êtres qui ne nous peuvent pas du bien en fait, tout simplement des gens parce qu'on peut ressentir leur souffrance et effectivement tous les gens qui peuvent être violents sont des êtres souffrants. Enfin, voilà. Euh, Et l'inverse, c'est que les blessures qu'on nous occasionne, entraînent, généralement, et elles sont faites pour ça, du ressentiment, de la haine, des désirs de vengeance, pour soi-disant rétablir notre intégrité perdue. Euh, Moi, j'essaye toujours de voir les choses de cette façon. C'est-à-dire que si il faut, c'est très important de revenir d'abord à soi, on ne peut pas permettre que son intégrité euh, soit malmenée. Donc, ça, c'est un impératif catégorique. C'est-à-dire que mon intégrité ne peut pas être malmenée, peu importe ce que j'ai à y perdre, parce que j'aurais beaucoup plus à perdre de toute façon à accepter que mon intégrité soit malmenée que tout ce que je vais perdre par ailleurs. Ça, c'est toujours remettre les choses. C'est comme dire, la santé mentale, elle est prioritaire. C'est-à-dire, si vous avez la santé physique, vous n'avez pas la santé mentale, de toute façon, vous n'avez pas. Donc, toujours remettre quand même l'échelle des choses, en disant qu'est-ce qui est vraiment prioritaire, c'est ça. Et ensuite, pour ne pas sombrer dans la haine et le ressentiment, parce que c'est ça qui crée des guerres civiles, c'est ça qui est activé chez les gens, c'est que ils deviennent des gens blessés, haineux, qui ont besoin de rétablir quelque chose, un sentiment d'injustice, etc. Et c'est comme ça qu'on fait euh, détourner les gens de leur chemin et qu'on leur capture en fait tout, toute cette énergie qu'ils peuvent avoir. Eh bien, moi, je me dis toujours, l'autre, s'il en est là, s'il m'a agressé, s'il m'a fait du mal, euh, c'est pas nécessairement que je vais l'aimer, mais c'est qu'il en est là dans son chemin. Mmh. Et moi aussi, quelque part, si j'étais au même endroit que lui, je ferais la même chose. Donc, simplement, je préserve mon intégrité, mais je reconnais qu'il en est là comme une expérience qu'on peut peut-être d'ailleurs tous avoir fait à différents niveaux, de faire du mal à un autre. Enfin, qui n'a pas fait du mal à quelqu'un d'autre? Se faire respecter sans rejeter le point de vue ou la position de l'autre. C'est pas forcément son point de vue, sa position, c'est là où il en est. Ses comportements. Voilà, s'il exprime ça comme ça, par contre, mon intégrité devant être respectée, pour moi, je ne peux plus entretenir une quelconque relation avec quelqu'un qui vient m'agresser ou me violenter. Et je crois qu'il faut remettre. Alors, le problème, c'est quand on nous impose d'être en relation, bien sûr. Mais comment on va faire? Il faut retrouver cette intégrité en soi. C'est vraiment le premier chemin. Hippocrate, c'est la nature qui guérit les malades. Qu'as-tu à dire à ce sujet? Toi qui es si proche de la nature et... Oui, je crois que la nature nous guérit de tas de choses. Alors, quand Hippocrate va exprimer cette pensée, il l'exprime notamment en termes de déséquilibre, c'est-à-dire qu'une maladie n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus depuis l'extérieur, mais est tout simplement un déséquilibre interne qui crée la maladie. Donc la maladie est le symptôme d'un déséquilibre. Ce déséquilibre, il est d'abord un déséquilibre avec notre propre environnement. Hippocrate pouvait dire que l'alimentation soit un peu la médecine, par exemple. Donc, quel type d'alimentation nous raisons, quel type de relation avec la nature immédiate dont nous sommes issus, dont nous faisons partie, quel type de dommages sommes-nous en train de causer à la nature qui va effectivement nous le renvoyer. Ça, c'est un premier point. C'est-à-dire aussi
La nature, c'est aussi notre nature profonde, en tant qu'être de nature, être composé de feu, d'air, d'eau, de terre, enfin de lait, de chair. Donc, qu'est-ce qui n'est plus en harmonie dans ces éléments et qu'on doit réharmoniser? Ça peut être donc de ne pas respecter notre propre nature, c'est aussi ne pas respecter qui nous sommes, ne pas respecter nos besoins, se mettre en excès de stress, subir des situations, encore une fois, non acceptables, contre nature, absolument. Donc, je crois qu'être responsable, c'est se mettre déjà en chemin de retrouver notre nature, un, d'être humain, deux, de nous, particulièrement chacun d'entre nous, parmi tous ces êtres humains. Alors, comment on fait pour retrouver cet accès à la nature dans une société, un système qui nous déconnecte complètement d'elle, qui nous inonde de produits artificiels? Comment retrouver le fil de la pureté par la nature? Eh bien, déjà, si on peut, le plus qu'on peut, c'est d'aller s'immerger dans cette nature, le plus qu'on peut. En plus, la nature, elle a quand même cette fonction de nous enseigner que tout est cycle. Et quand on va faire une balade, on se rend compte de cette puissance-là. Et finalement, un ruisseau, il a existé avant nous, il existera pour nous. Enfin, voilà, donc, il y a ce temps long de la nature qui nous renvoie évidemment à nous. Et si on ne peut pas le faire, il faut quand même se rappeler que même dans toutes les plus grandes villes absolument atroces, il y a toujours des tout petits bouts de nature. Donc c'est vraiment porter le regard sur ça. Sur ce qui pousse. Sur ce qui pousse, voire adopter une plante verte, même dans son petit appartement de HLM, c'est très important. C'est très important. Et avoir cette relation avec ce vivant, ces petites graines qui poussent, c'est possible. Voilà. Même de mettre son attention sur des toutes petites pâquerettes qui poussent entre deux dalles de béton. Exactement. Et puis se nourrir à cette énergie, à ce petit courant de vie, élan amoureux, à ce petit courant de vie qui s'adresse à soi. Donc c'est vrai que je pense que ça nécessite d'ouvrir son esprit à l'indicible dans la nature qui chemine dans les espaces les plus saugrenus. Oui. Et puis, je sais que tu es aussi, on ne le sait pas beaucoup, mais tu sais faire énormément de choses avec les produits de ton jardin. La lactofermentation, tu fais un fromage de chèvre juste hallucinant, dont je ne sais pas comment je vais me passer de retour en Suisse. Tu fais ton propre miel, tu fais enfin des produits de ton jardin incroyables. Comment, et pourtant tu es une grande intellectuelle qui n'a pas appris, si j'ai bien compris, dans ton enfance et dans ton adolescence à travailler les produits de la terre. Comment s'est fait ce chemin et qu'est-ce que tu peux conseiller à ceux qui se sentent un peu démunis parce qu'ils n'ont pas grandi à la ferme et qui ont envie, comme toi, de ce lien à la nature? Et alors, pourquoi l'alimentation? Moi, j'ai grandi en cité de Seine-Saint-Denis, donc là, je veux dire, j'étais très très mal barrée pour faire ce chemin-là. La première chose, c'est d'accepter que si on se sent appelé par un autre chemin, eh bien, il faut consentir à ce que les erreurs fassent partie de notre parcours. Les erreurs ne sont pas des échecs, les erreurs sont des chemins d'apprentissage. Donc, pour pouvoir réussir quelque chose, il faut s'être planté 1000 fois. Sinon, on ne réussira pas. C'est tout simplement ça. On ne pourra réussir que ce qu'on a expérimenté et ce sur quoi on s'est planté 1000 fois. Donc, c'est le cas de dire. Hein. Ah bah oui, non mais tout à fait. Donc ça, c'est vraiment cette conscience que mes erreurs, je dois accepter ces erreurs-là comme faisant partie de ce processus d'apprentissage et non pas comme une perte de temps et zut, et j'ai perdu là-dedans, une perte d'énergie, d'argent, parce que des fois on investit dans un truc, on se plante et puis on a perdu de l'argent. Eh bien, on a appris quelque chose. Et on a appris qu'il fallait procéder autrement, même si on ne sait pas comment il faut procéder. Donc, voilà. Et puis après, moi, j'ai voulu réaliser mes rêves d'enfant. Et quand j'étais enfant, je voulais une vache dans ma chambre, de cité de cette famille. Donc mes parents m'avaient dit non, la vache dans ma chambre, ça ne va pas être possible.
Mais j'avais toujours cet appel-là et comme je disais beaucoup de mythologie, je savais que Zeus avait été nourri au fromage de chèvre et au miel quand il était enfant. Et moi, j'adore. Donc j'ai voulu tout simplement mettre en place ce que j'aimais pour moi. C'est-à-dire, euh, et, et le faire avec cette conscience. J'ai un amour absolument profond pour mes liquettes, j'ai un amour absolument profond pour les abeilles. Et, Pour les arbres fruitiers, pour toute cette abondance et cette nature, et je crois que c'est ça aussi. Euh, c'est aller vers ce qu'on aime. On n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup de temps, et encore moins aujourd'hui. Et ressentir cet appel de qu'est-ce que j'aime? Je vais aller là où je me sens appelée, numéro un, et deux, là vers ce que j'aime. Et ça, c'est la vraie résistance au totalitarisme. Et souvent, les gens, ils me demandent, ils m'écrivent, ils m'appellent, bon, bah, ça va très mal en Europe, courage, fuyons, il faut qu'on s'en aille, etc., etc. Et ils me demandent, puisque évidemment, je suis partie d'Europe il y a 8 ans. Avant tout le monde. Oui. Ma réponse, c'est je ne peux pas vous répondre parce que ça dépend de ce que vous êtes appelé à faire. Il y a des gens qui peuvent être, bien sûr qu'on sait que l'Europe est ciblée par une entreprise de destruction massive. Mais si vous êtes appelé à y rester, par exemple, pour aider des gens, c'est ça, pour construire autre chose quand même, malgré dans plein milieu de la tempête et de la tourmente. Pour nous sentir vivants, peu importe l'endroit. Exactement. Santé, nous sommes des plantes, nous sommes des êtres de nature. Ça veut dire que nous sommes on ne peut pas modifier profondément la nature des gens. C'est-à-dire que si vous êtes tel arbre, eh bien, vous allez bien pousser à tel endroit, avec tel climat, et peut-être à telle période de votre vie, parce qu'après, vous allez changer aussi de configuration de nature, et puis avec tel environnement, tels amis plantes ou tels ennemis avec qui vous n'allez pas vous entendre, parce que toutes les plantes ne s'entendent pas très non plus. C'est comme vous. Et donc, c'est sentir ça. Et des fois, on peut être né dans une famille et se croire de la même espèce, et c'est vraiment le mythe du vivant canard, et en fait, on ne peut pas être de la même espèce. Et ça aussi, il faut l'accepter pour l'entendre. Passons à Cicéron. Tu veux bien? Certains signes précèdent certains événements. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets? Je vais, bon, je n'ai pas forcément des exemples en tête, mais c'est vrai que j'ai mon cas. J'ai mon cas personnel. J'ai mon cas personnel où on me dit toujours, mais comment tu as fait pour voir ça 5 ou 6 ans ou 7 ans, comme la vidéo sur le milliard du monde, par exemple, date de 2018. C'est vrai que ça paraissait complètement du chinois, et je pense que ça me paraît encore beaucoup du chinois, ce que j'expliquais. Et donc, on m'a toujours dit, mais après coup, parce que sur le moment, c'est pas ça, mais comment tu fais pour être visionnaire comment tu fais pour voir tout ça à l'avance? Nous, on ne le voyait pas. Effectivement, moi, dès 2015, je voyais que l'Europe allait être, la France allait être assujettie à une entreprise de destruction massive. Et je voyais bien que les autres ne le voyaient pas. Et je voyais bien que moi, c'était en tout cas pas ma place de rester en France. Et je crois, pour le coup, que c'est pas quelque chose, c'est simplement une attention portée à des micro-signes. C'est comme juste avant la tempête, les animaux sentent, ils s'en vont, et nous, on ne le sent pas, en fait. On ne sent pas que la tempête va arriver, ils sont en train de fuir, de se mettre à l'abri. Nous, on continue, ou devant les tsunamis, les gens, ils restent sur la plage. Et la mer s'est retirée de plusieurs centaines de mètres. C'est vrai que moi, je suis quelqu'un de très, très sensible, ce qui a ses qualités, ses défauts. Et je suis toujours très attentive à la moindre modification, au moindre micro-signe de climat. Mais au niveau de la société et de ce système qui est en plein effondrement, et de cette fin de civilisation que tu évoques aussi souvent dans tes vidéos, quels sont les signes avant pour toi aujourd'hui de cette fin de civilisation? Pourquoi est-ce que ce système est-il en état de décomposition? Et c'est tant mieux, on est d'accord, il annonce, comme tout compost, ça prépare le terreau d'une nouvelle conscience, d'une nouvelle humanité. Quels sont aujourd'hui ces signes avant-coureurs de cette nouvelle conscience? Je vais prendre un exemple, je ne suis pas sûre de pouvoir tous les nommer, mais
par exemple, en 2015, moi, l'un des signes avant-coureurs, c'était que il y avait la guerre au Donbass, des morts, donc aussi la guerre en Syrie, des enfants, etc. Dans une guerre, en tout cas en Syrie, dans laquelle la France était avait mis le doigt. Et il y a eu des attentats à Charlie, et donc il y avait cette fédération totale de la population qui a été créée artificiellement. Et moi, je n'ai pas supporté de voir la population manifester, enfin, aux côtés de criminels de guerre. C'était quelque chose je ne pouvais pas. C'était quelque chose. Et donc, moi, je me dis toujours des mouvements collectifs. Pour moi, ils sont fabriqués. Euh, la sagesse n'est pas collective. La sagesse est très rarement répandue. Donc, dès qu'il y a un mouvement de masse, moi, la première chose que je fais, c'est que je m'en retire. Si tout le monde va voir le même film, je ne le fais pas, enfin, etc. J'essaie de toujours garder cette position de distance. Et ça, c'était pour moi un signe qu'il y avait un vrai problème parce que nous avions la France qui était mise dans des guerres avec des morts d'enfants qui n'étaient pas vues, et de l'autre côté, et qu'on légitimait, parce qu'évidemment, toutes les guerres, il faut toujours les légitimes, alors que la guerre n'est pas légitime, point, quoi, c'est tout. Et de l'autre côté, on faisait défiler la population peut-être criminelle de guerre, et ça, c'était un signe pour moi de quoi? Que le peuple français était majoritairement complètement conditionné et prêt à n'importe quoi. Et je le vois aujourd'hui, on a vu. Je ne parle pas de plein d'individus, bien sûr, qui se sont mobilisés, que ce soit à travers les Gilets jaunes, etc. Mais massivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Après, on peut avoir plein de raisons. Est-ce qu'il y a certaines idéologies aujourd'hui, phénomènes éducatifs ou sociétaux qui annoncent un détournement de la sagesse et de l'esprit de l'homme à des fins qui ne soient pas nobles? Absolument. Alors, en 2017, j'ai dénoncé les droits sexuels des enfants de l'OMS, ce qui m'a valu une assimilation à l'extrême droite, ce qui est sur le mode Ariane Biran est reliée par l'extrême droite, donc elle est d'extrême droite. Encore une campagne absolument diffamatoire, notamment des amitiés avec des individus que je n'ai jamais rencontrés, avec lesquels je ne partage aucune opinion politique. Donc ça a été extrêmement violent, donc moi très initiatique, de me rendre compte de cette infiltration de l'ONU, à laquelle je ne croyais pas, parce que nous sommes tous au départ un peu naïfs, les gens de tout. Donc j'ai dû faire cette initiation par tout simplement la violence de ce que j'ai subi, parce que je continue. Parce que tu cherchais à protéger l'enfance et son innocence. Et donc je me suis rendu compte qu'il y avait déjà une corruption majeure, c'est-à-dire qu'on ne protégeait plus les enfants, il y avait un avachissement moral des adultes. Encore une fois, un adulte, pour moi, a fait ce qu'il veut dans sa sexualité pour qu'il soit connu, c'est tout ce que je lui souhaite. Voilà. Mais les enfants, il y a quand même des règles, et il y a des étapes qu'on ne peut pas brûler sous peine de traumatiser les enfants. Et donc, cette protection de l'enfance m'a paru être le cadet des soucis. Et me paraît être le cadet des soucis, comme on l'a vu dans le traitement, entre guillemets, des mesures sanitaires qui ont été infligées aux enfants. Et on voit que très peu d'adultes maintenant, il y a une inversion, c'est-à-dire qu'on fait porter aux enfants des problématiques d'adultes, des douleurs, des souffrances, et on ne les protège plus, en particulier leurs propres parents. Et ça m'a énormément... Pour moi, c'est un indicateur d'inversion perverse et d'effondrement certain. Et de dépravation des valeurs morales. Il n'y a plus rien qui tient. Absolument. À partir du moment où on inverse les rôles et on dit nous ne protégeons plus les générations futures, les générations futures doivent se sacrifier pour protéger les générations passées, entre guillemets, ou présentes, ou prêtes à passer, prêtes à faire le passage, il y a un vrai problème. Passons à Sénèque, mon chouchou. La vie est une pièce de théâtre. Ce qui compte, ce n'est pas qu'elle dure longtemps, mais qu'elle soit bien jouée. Est-ce qu'on est dans un théâtre, Ariane? C'est la fameuse citation de fin de vie d'Auguste, l'empereur Auguste, ai-je bien joué mon rôle? Je pense que, en tout cas, se raconter l'histoire comme nous sommes dans une grande pièce de théâtre est extrêmement aidant.
Parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui aide à prendre de la distance. Tout ce qui nous évite d'être collés à des narrations, à des choses que nous subissons, eh ben, c'est-à-dire prenons de la distance. Nous sommes imparfaits, mortels, nous n'avons pas beaucoup de temps dans notre vie, il faut bien l'exploiter. Donc, tous les jours se rappeler de ce que je vais faire aujourd'hui, où est mon essentiel. Où est mon essentiel. C'est un vrai exercice méditatif. Hein. Et de se désidentifier des rôles et des casquettes et des fonctions qu'on nous a données depuis l'enfance. Absolument, des rôles, des fonctions, des cases. Et beaucoup de gens ont très très peur de sortir de la case parce que que vont-ils devenir sans, entre guillemets, la pseudo supposée protection du groupe, alors que le groupe va se retourner contre eux dès qu'il y aura la première oppression. Et les groupes ne sont pas des endroits, pour moi, protecteurs et sécuritaires. Les relations interpersonnelles, comme nous avons, bien sûr. La vraie amitié, la véritable amitié, bien sûr. Est-ce que cette citation ne rejoint pas aussi un peu la vision bouddhiste ou même taoïste de l'incarnation sur Terre, c'est-à-dire que tout est illusion et que nous devons nous désidentifier de nos croyances, de nos conditionnements, et tout ce dont nous croyons être, pour toucher enfin cette intelligence de vie qui est à l'œuvre sous toutes ses formes, à travers tous les règnes, et par l'expression de 7 milliards d'êtres humains. Que finalement, nous sommes tous les uns dans les autres, comme dirait notre chère Christiane Singer. Que penses-tu de cette notion d'illusion de l'existence ou même de matrice, finalement, puisqu'on est, quelque part, on a aussi un peu l'impression d'être, et aujourd'hui plus que jamais, dans une matrice qui est savamment nourrie par un système de propagande et d'idéologie. Et comment, justement, trouver en soi la ressource et la pertinence et le discernement nécessaire pour trier le faux du vrai, pour trier la fausse lumière de la vraie lumière, et rester dans du vivant et ne pas être tout le temps comme une balle de ping-pong dans des projections et subir les impulsions extérieures. Je crois que tout se passe à l'intérieur de soi. C'est là qu'est la magie de la chose, parce que finalement, nous croyons toujours que si nous avons une fonction extérieure, un travail valorisant, je ne sais pas moi, un gros compte en banque. Un gros compte en banque, etc., du point de vue matériel, nous sommes heureux. Et en fait, je pense que nous sommes heureux, ou en tout cas, nous sommes en sécurité. Alors déjà, pour reprendre des enseignements philosophiques traditionnels, c'est complètement oublié que la fortune peut se retourner du jour au lendemain. Et donc, du jour au lendemain, nous pouvons nous retrouver sans rien. Et je crois que toute notre entreprise de sagesse, c'est vraiment cette citation: connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. À l'intérieur de nous, donc c'est du temple de Delphes, et Socrate la reprend évidemment à son compte. C'est aller à l'intérieur de nos blessures les plus profondes. Ce sont des chances, c'est comme nos échecs, comme les épreuves que nous traversons, nos blessures les plus profondes sont des chances d'aller comprendre qui nous sommes en profondeur et d'aller faire ce travail de réparation. Donc, c'est sortir du stade de la lamentation sur soi-même, de toute façon un stade de vanité et d'orgueil. Parce que si je continue de me lamenter sur mon sort, c'est tout simplement que je m'en veux. Donc c'est ma propre vanité qui s'exprime. Et donc faire ce travail d'authenticité. D'abord être authentique avec soi-même. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me retrouve toujours pris dans le même scénario? Quelle est cette blessure dont ça parle? Quel est le programme que j'ai mis en place, presque malgré moi, mais qui se rejoue? Et comment je peux aller soigner et penser cette blessure-là? Donc, accueillir nos ombres, nos parts dépressives, nos parts blessées. Et souvent, on pense que ça ne nous arrive qu'à nous. Mais non, c'est la vie de tout le monde. La vie de tout le monde est souffrance. Notre incarnation est souffrance. Nos parcours sont des souffrances.
Donc, comment on va fabriquer notre propre glaise dans cette souffrance pour essayer de la remodeler et refaire passer la vie à travers elle. Voilà, en tout cas, ça, c'est le chemin que je veux pour moi, que j'essaye pour moi. Et que j'essaie bien sûr de partager aussi avec toute la communauté de Joy for the Planet, comme journaliste nomade depuis de nombreuses années. D'ailleurs, Isabelle, nous avions une conversation au café ce matin sur le fait que on nous renvoie souvent que la joie est quelque chose de superficiel. Or, en fait, c'est l'inverse, c'est extrêmement profond. La véritable joie, pas le divertissement au plaisir. Le divertissement ou le pseudo-vernis de surtout je ne veux pas voir mes ombres, surtout, etc. La véritable joie, c'est l'acceptation profonde de notre nature imparfaite, souffrante, du fait que c'est vraiment l'enfer sur Terre. Si on ne se voit pas la face, c'est l'enfer. Il se passe des choses absolument infernales. C'est ici que ça se passe entre les guerres, le trafic d'organes, la pédophilie, les violences tout azimut, etc. La malveillance, la médisance. Exactement. Et bien dans cet enfer, comment cultiver pour moi deux atouts, qui sont des atouts, la joie et le rire, l'autodérision. Moi, je ne passe pas, je m'astreins comme discipline de ne pas passer une journée à me moquer de moi-même et à rire de moi. Et je trouve que c'est très important pour me mettre à notre place. Je ne peux qu'approuver. On va passer à la citation suivante. Oui, aïe, aïe, voilà, là, voilà. Marc Aurèle. Je vais te laisser la lire. Ne te laisse pas distraire par les événements extérieurs. Prends le temps d'apprendre quelque chose de bien et cesse de papillonner. Eh bien, je vais juste un commentaire. Le papillonnage, ce n'est pas seulement du papillonnage en divertissement. C'est du papillonnage aussi dans tous nos collages émotionnels, par exemple, dans l'information angoissante qu'on nous transmet. Donc, tous les jours, à regarder des tas d'informations angoissantes. Mon Dieu, la planète va vivre une attaque nucléaire. C'est à quoi on donne notre attention. Voilà, c'est-à-dire le papillonnage, c'est aller toujours être à l'extérieur de soi, agglutiner des choses sans importance. Alors, on peut aller butiner, bien sûr, à l'extérieur, mais il faut faire comme les abeilles, c'est-à-dire revenir pour en faire du miel. C'est très important de ne pas rester toujours à l'extérieur de soi et de revenir et se dire, alors maintenant, avec tout ça, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je pense, comment je vois et comment j'apprends, qu'est-ce que je ressens, tout ce que j'ai butiné. Donc ça implique des moments d'introspection et de contemplation. Et ce sont deux moments dont nous sommes aujourd'hui complètement dessaisis par les écrans. Et aussi par la vie active, la vita activa, où il faut courir, le métro, le machin, le truc, rentrer le soir, et faire vite à manger dans le micro-ondes, et puis on se finit devant la télé, et on est épuisé, je vais plus bien. Et on va se coucher. Donc, ce qu'on a de plus précieux, c'est le temps. Donc, comment ne pas gâcher ce temps-là et nourrir ce temps dans la contemplation et dans l'introspection. Quel conseil nous donnes-tu en tant que psychothérapeute pour ne pas nous laisser hacker, ne pas nous laisser ponctionner notre énergie, qu'elle soit positive ou négative, évidemment surtout négative, puisque parfois on a un peu l'impression que ce système de prédation se nourrit de nos émotions négatives, de la peur en particulier, pour survivre. Comment arrêter de nourrir la bête? J'ai écrit deux petits livres il y a quelques années, un qui s'appelle Se sentir en sécurité et l'autre qui s'appelle Soyez solaire. Et les deux parlent de ça. Alors, la première chose, c'est que la peur est vraiment l'émotion de manipulation, je pense, la plus puissante, celle qui nous soumet à des réactions stéréotypées et on fait de nous tout ce qu'on veut en étant dans la peur. Donc il faut toujours se méfier de celui qui vient nous faire peur, tout simplement. Donc se sentir en sécurité, c'est ce petit livre-là, je vous donne énormément d'exercices pour
retrouver, ne serait-ce qu'un grain de sable, parce que ça va commencer par un tout petit grain de sable qu'on va augmenter pour faire notre plage intérieure, notre sentiment de sécurité intérieure. Avec cette bonne nouvelle qu'on peut le trouver même dans des situations absolument effroyables. Parce que c'est quelque chose qui est connu. Et c'est simplement que nous avons oublié de le redéployer. Donc ça, c'est un travail actif. C'est-à-dire que tout ça, ce ne nous est pas donné. C'est quelque chose que nous devons aller redécouvrir, retrouver, rechercher et nourrir. On peut utiliser la métaphore de l'huître, puisque c'est l'huître, grâce au petit grain de sable, qui se protège de son grain en créant de la nacre, Oui, faire une perle. Tout à fait. Donc cet espace d'intimité absolue, encore une fois, on nous donne l'illusion qu'on peut nous le prendre. Mais c'est faux. C'est vraiment le seul espace qu'on ne peut pas nous prendre si nous ne le donnons pas. Donc ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, dans Soyez solaire, j'insiste plus sur justement des personnes qui ont cette joie sur laquelle je travaille depuis des années et qui l'irradient autour d'elles et vont évidemment attirer des tas d'insectes qui viennent venir s'en nourrir. Et donc, comment discerner ça et comment faire attention que ce sur quoi nous portons notre attention, ce sur quoi nous mettons notre énergie est fondamental. Ce sont des actes décisionnaires et définitifs que nous posons tous les jours dans toutes petites choses. Et nous commettons des erreurs tous les jours qui sont nos sources d'apprentissage. Alors, quand on a envie de rayonner, puis de partager son amour et sa lumière autour de soi, quel conseil donnes-tu à une personne qui n'arrive pas encore à faire le tri entre ceux qui viennent ponctionner son énergie dans une dynamique de prédation ou ceux de vampirisation, malgré eux, parce qu'il n'y a pas forcément de la malveillance, évidemment, quand on vient nous voir pour s'épandre sur un problème, et ceux qui sont dans une vraie demande d'être éclairés pour se transformer et transmuter leurs blessures en combustible pour aller de l'avant. Comment tu fais le tri? Je le vois toujours à soi-même, à nos sensations, à notre corps. Est-ce que notre corps se vide ou se rétracte? Est-ce que nous sentons quelque chose dans notre ventre qui se crispe? Au contraire, est-ce que ça se détend? Est-ce que nous ressentons de l'amour de la part de l'autre ou est-ce que nous ressentons autre chose? Être très attentif à notre intuition, à notre instinct, à nos rêves, à toute cette part, entre guillemets, dite irrationnelle, qui n'est pas opposée à notre part rationnelle, qui vient la compléter tout simplement. C'est-à-dire que si les choses sont harmonisées, ça fonctionne ensemble. Mais si ça commence à être dissocié, par exemple, je fais des tas de rêves, j'ai des tas d'intuitions, d'instinct de danger avec une personne, mais rationnellement, je me dis que ce n'est pas comme ça, mais je dois entendre cette dissonance, parce qu'elle est en train de me parler de quelque chose. Et donc, de quoi elle me parle-t-elle? Et il faut revenir toujours dans ce... Et je crois qu'il y a aussi ce rapport au corps, à l'ancrage, qui, pour moi, était tout un travail, parce qu'évidemment, en tant qu'intellectuel pur, le cerveau, c'est au départ compliqué, mais être un pur cerveau, c'est une fuite, tout simplement. C'est une fuite de l'incarnation, parce que l'incarnation est douloureuse. Mais tout ce que nous avons à résoudre, nous avons à le résoudre dans l'incarnation. Pas dans la fuite, on rejoint très bien d'autres espaces plus tard. Là, ici, nous sommes là, et ça se résout là, dans nos incarnations, dans nos petits problèmes qui peuvent nous paraître totalement anodins du quotidien. C'est vrai que moi, par exemple, dans ma vie, j'ai beaucoup été assaillie par plein de petits problèmes. Je me disais, mais c'est pas possible. Je suis dans des grands trucs et des trucs vraiment totalement. Et j'ai fini par comprendre que ça, c'était une chance. Parce que ça me permettait, si j'avais tous ces problèmes, petits problèmes du quotidien, je sais pas, comme des exemples d'ampoules qui claquent, de problèmes d'électricité, de problèmes de plomberie, de problèmes de trucs comme ça, c'était pour ramener mon attention sur le fait que je devais être ici, là, maintenant, et il n'y a pas de petits problèmes.
Je pense qu'il est très important, et en tant que journaliste, et ça c'est un peu peut-être ce que je sais le mieux faire, humblement, c'est d'inviter mes lecteurs, et depuis toujours, à se relier à des informations qui nous grandissent, qui nous élèvent, qui nous, au niveau de nos sensations corporelles et physiques, nous mettent en joie. J'aime bien cette expression des Cody, hein, des Inacody, qui est que nous sommes des antennes entre le ciel et la terre. Et si nous sommes des antennes, nous devons, des canaux, nous devons faire attention à notre nourriture. Et notre nourriture, elle n'est pas seulement, bien sûr, notre nourriture matérielle, ce que nous nourrissons. De quoi nous nous nourrissons? Nous nous nourrissons de couleurs, de saveurs, de produits qui ont été cultivés avec plus ou moins d'amour, qui ont voilà, reçu plus ou moins de produits chimiques ou au contraire de produits qui leur faisaient du bien. Mais nous nous nourrissons aussi l'âme, nous nous nourrissons nos émotions, nous nourrissons notre matière intellectuelle. C'est-à-dire que si nous lisons des livres de grands auteurs qui ont élevé l'âme depuis des siècles de temps, de gens, c'est pour ça que moi, je suis toujours dubitative sur tout ce qui est moderne, parce que je sais que ce qui est antique et qui est arrivé jusqu'à nous, ça a déjà fait ses preuves. Donc moi, je fais ma sélection déjà souvent comme ça, que ce soit en film, hein, ou je me dis, c'est arrivé, c'est que voilà, il y a des ouvrages qui ont traversé les siècles, et bien je ne perds pas mon temps, parce que de toute façon, ils ont déjà traversé les siècles, donc ils ont fait leur preuve, du point de vue de ce qu'ils apportaient à l'esprit humain. Eh bien, en fait, nous nourrir, c'est nous nourrir sur tous nos plans. Nous nourrir correctement sur le plan mental. Aller lire des grandes œuvres, aller lire du Shakespeare, de l'Homère, justement du Cicéron, Dante, voilà, et revenir, moi je préfère lire 15 000 fois la même grande œuvre, parce que finalement je la retrouve, mais parce que plutôt que de papillonner dans des ouvrages où finalement mais je ne vais pas retrouver cette qualité, cette qualité d'être, d'essence humaine, spirituelle qui m'est transmise à ce moment-là. C'est nous nourrir sur le plan intellectuel, sur le plan émotionnel. Toi qui es passionnée de littérature, qu'est-ce qui fait pour toi la qualité d'un ouvrage littéraire? Alors, ce qui fait la qualité d'un ouvrage littéraire, et donc reprendre Flaubert, c'est de faire du beau avec du vrai. C'est ça la qualité. Moi, je cherche, en tout cas, ce que je cherche, moi, dans la littérature, et je comprends que d'autres cherchent autre chose, hein, bien sûr, mais c'est, on a une matière qui est presque insipide, qui n'est pas intéressante, ou au contraire, qui est absolument atroce. Et on transforme ça par le style, par la façon de raconter, et on en fait une œuvre de beauté. Ça, pour moi, c'est la définition la plus haute de la littérature. Un titre de livre qui reflète parfaitement ce que tu évoques. Phèdre de Racine. Phèdre qui est donc tragédie antique. C'est une histoire quand même malgré tout un petit peu sordide, d'un amoureuse de son beau-fils, en fait, c'est pas... c'est telenovela, quoi, c'est pas très intéressant. Et bien, il y a une sublimation de cette passion, de cet amour impossible, désespéré à travers le style de Racine. Et ça nous donne en plus notre propre vision, notre propre contemplation. Et c'est là où Racine aura cette préface que le héros tragique est ni coupable ni innocent, comme nous tous. C'est pour ça que nous devons nous garder de juger les autres, parce que nous sommes aussi ni coupables, d'une certaine façon. Et nous avons tous des culpabilités. Thucydide. Thucydide, ouais, l'histoire est un perpétuel recommencement. Alors, on le voit, il y a un peu les mêmes prémices, encore une fois géopolitiques et socio-économiques que lors de la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, et il y a vraiment tous les signes avant-coureurs assez similaires finalement pour une entrée en Troisième Guerre mondiale, mais personnellement je pense qu'on y est déjà depuis longtemps, simplement elle a d'autres formes. Visiblement, l'humain ne transforme ou n'apprend pas forcément des leçons du passé, et on a vraiment l'impression de reviens-y, un petit goût de reviens-y par rapport à certains événements de l'histoire. Comment sortir
de la roue du karma? Je crois que sur Terre, euh, nous sommes un endroit de division. Hein, on peut reprendre, c'est d'ailleurs l'enseignement des religions, hein, prince de ce monde. Eh bien, c'est le diable, et diabola en grec ancien veut dire division. Donc, ce n'est pas un petit personnage extérieur à nous, c'est en nous. C'est-à-dire, c'est notre propre division. On sait que si, par exemple, nous subissons des traumatismes, nous sommes dissociés, nous sommes divisés. Et tout est fait pour créer de la division. Et nous sommes tous porteurs de zizanie et de division. Et nous sommes tous, à un moment donné, si nous n'y prêtons pas attention, semeurs de zizanie et de division. Ne serait-ce que, je ne sais pas, on peut colporter une rumeur, se vérifier, c'est une semeur de zizanie et de division. On peut colporter une peur, une information non vérifiée, etc. Et ce n'est pas parce qu'on s'en défend que l'on divise. Hein. Ah mais bien sûr, évidemment. Parce que parfois ça peut nous être reproché aussi. Bien sûr. Et donc, il s'agit d'aller... pour moi, ce sont des chemins d'évolution, c'est-à-dire que le fameux triangle de Karpman, bourreau, victime, sauveur, c'est un triangle que tout le monde expérimente. Pour ceux, effectivement, qui croient dans les réincarnations, ça peut être expérimenté sur des siècles et des siècles, avec des vies carrément de bourreaux, des vies carrément de victimes, des vies carrément de sauveurs. De toute façon, le sauveur, encore une fois, est une impasse aussi, puisqu'on ne sauve que soi-même. Et sinon, sans même aller dans ces croyances, si on prend simplement notre bien nu, nous avons tous, à un moment donné, eu le rôle de bourreau, le rôle de victime et le rôle de sauveur. Et parfois, dans la meilleure intention du monde. Souvent, l'enfer est pavé de bonnes intentions, de toute façon. Et donc, c'est pour ça que ce sont des apprentissages, ce sont des expériences que nous faisons. Et ces expériences, ces erreurs, ces méandres, ces endroits où nous nous sommes égarés, eh bien, c'est autant de chances pour nous de revenir et de retisser, donc sortir, pour reprendre l'expression, des répétitions de l'histoire. Des répétitions, c'est toujours aller guérir nos divisions, aller opérer notre guérison, nos divisions à l'intérieur de nous. Et donc, éviter. Comment les repère ces divisions? Eh bien, elles nous engendrent de la haine, de la souffrance, du ressentiment, de l'envie, de la frustration, de la colère. Et toutes nos émotions sont des vides. Et donc, toujours, c'est justement, les stoïciens disaient que les émotions à l'excès sont des pathologies de l'âme, des maladies de l'âme. Donc, quand on a une émotion à l'excès, allons, au lieu d'être dans la réaction et de balancer cette émotion à l'extérieur, parce que ça permet de s'en décharger, regardons-la, accueillons-la, regardons ce qu'elle vient de dire, et essayons de retrouver un état de sérénité, quel que soit ce que nous traversons. Alors, une citation du philosophe Boès: « Tu ne dois pas t'étonner si sur cet océan qu'est la vie, les ouragans nous assaillent et nous malmènent, à partir du moment où nous nous proposons principalement de déplaire aux scélérats. » Boès a subi un complot à la fin de sa vie qui l'a mis en prison et l'a conduit à être torturé et tué sur des accusations injustes. Et précisément, il en a écrit La consolation de la philosophie, qui est un des plus grands livres qui soit, et qui peut m'aider, qu'on a fait dans l'atelier, qui me suit toujours dans mon atelier Savoir des anciens. Et nous avons tous ces enseignements que nous ne pouvons, en tant qu'individus sur le chemin de l'intégrité, nous ne pouvons que déplaire à ceux qui cherchent à nous détourner de ce chemin. Parce qu'eux-mêmes, déjà, ne sont pas. Passons à Dante, l'un de tes auteurs préférés. Certains attendent que le temps change, d'autres le saisissent avec force et agissent. Qui sont, pour toi aujourd'hui, Ariane, ceux qui agissent
avec force et se saisissent du temps pour le pétrir et en faire le plus beau pain brioché. Ceux qui sont à l'écoute de leur être profond, euh, j'aime pas le mot mission parce que je pense qu'il n'est pas adapté, il est prétentieux, mais on pourrait simplement l'entendre plutôt comme l'appel d'être à la place où je dois être. Voilà. La mission, c'est ça. C'est l'appel d'être à la place où je dois être par rapport au respect de ma profonde nature. Et ma profonde nature ne peut pas se changer. Elle ne peut pas se changer. Ma nature profonde, c'est qui je suis en tant qu'individu unique sur cette terre, par rapport à mon histoire, par rapport à ma généalogie, par rapport à mes ancêtres, par rapport à mes expériences, toutes les expériences de vie que j'ai vécues, aux maladies que j'ai eues, à mon terrain, justement ce fameux terrain hippocratique, qui est aussi un terrain intellectuel, moral, spirituel. Et rechercher cette authenticité. De cette authenticité avec soi-même naîtront des paroles justes, des actes justes, des émotions justes et des relations justes. Et je crois qu'à chaque fois qu'on fait des expériences qui sont entre guillemets négatives pour vous et pour nous, c'est un moment qui nous dit là, tu as manqué de justesse avec toi-même, tu as manqué de discernement, tu t'es raconté des fausses histoires. Rabelais, notre bon cher Rabelais. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Alors on en parle dedans. La citation de l'époque, C'est la citation du XXe siècle, du XXIe siècle, et peut-être même avant. La conscience dans la science, elle est apportée par les sciences humaines. Et elle est apportée en particulier par la philosophie, mais pas que. Tout ce qui est sciences humaines est rejeté depuis des décennies, méprisé, ça ne sert à rien, c'est inutile. Précisément parce que c'est inutile, c'est fondamental et essentiel, puisque nous ne pouvons pas être des vies utiles ou inutiles. C'est quoi? C'est une dimension métaphysique de l'être. Donc la science en conscience, c'est la science qui se croit ou s'y croit ou se croit vérité en ayant nié la profondeur métaphysique de l'être humain. Et cette profondeur métaphysique de l'être humain, elle est proposée, c'est ce à quoi nous invite en tout cas, elle est proposée par les sciences humaines, l'anthropologie, la psychologie, la littérature, l'art, philosophie, toute la vie artistique, bien sûr, les arts. Et nous ne pouvons pas être des êtres humains accomplis si nous sectorisons les choses et si nous n'opérons pas le mariage entre les sciences dites dures traditionnellement et les sciences humaines. Les sciences humaines sont celles qui humanisent les sciences. Voilà. C'est pourquoi ça m'inspire aujourd'hui. Entre la vie temporelle et la vie spirituelle, entre le haut et le bas, le ciel et la terre. Absolument, c'est-à-dire que toute la dérive que nous vivons depuis 2020, qui est une dérive scientifique, idéologique, c'est précisément parce qu'à un moment donné, on ne se pose pas la question de l'implication de ces chiffres, pourvu qu'elles soient vraies. Bien sûr, ils ne l'étaient pas, mais pour beaucoup, mais l'implication de ces chiffres sur nos vies. Ariane, deux dernières citations, ou voire pardon, une seule. Saint Augustin. Celui qui se perd dans sa passion a moins perdu que... Attends, je lis trop mal, je sais pas mes lunettes. Celui qui se perd dans sa passion a moins perdu que celui qui perd sa passion. Je vais la relire, j'ai pas mes lunettes. Oui, à toi, dis-la toi, parce que... Alors, une dernière citation de Saint Augustin. Celui qui se perd dans sa passion a moins perdu que celui qui perd sa passion. Une citation absolument magnifique avec laquelle je ne peux être que d'accord parce que la passion, c'est ce qui nous élève l'âme, ce qui nous fait vibrer. Et je crois nous devons absolument nous méfier de toutes ces institutions religieuses qui viennent nous dire que seule la raison doit présider absolument tout dans notre vie. Si ce n'est que la raison qui préside tout dans notre vie, c'est un mensonge. Parce que, comme on disait d'ailleurs
Freud, cette citation « le moi n'est pas maître dans sa propre maison », c'est se mentir à soi-même de croire que notre gouvernail et notre bateau ne peut être maîtrisé que par notre raison. Voilà. Et Ou donc, les dogmes spirituels aussi. les dogmes, peuvent être les extrêmement enfermements et psychorigides. les contraintes. Et la passion, c'est ce qui nous anime. Avoir une passion pour le chocolat, comme on a vu avec Polo, eh bien, il nous la transmet et nous sentons ce surcroît de vie dans ce chocolat. Polo était un petit agriculteur bio que nous avons visité sur sa plantation de chocolat ici, dans la région de Santa Marta, et donc lui découvrir un reportage sur cette chaîne YouTube par ailleurs. Donc lui, pour moi, il incarne cette passion. Et la passion amoureuse, elle peut être absolument destructrice, mais en même temps, tout dépend comment on l'entend. Elle peut être aussi extrêmement nous faire toucher à quelque chose de divin, nous faire toucher à quelque chose de sacré. Et moi, je pense que ce que nous avons perdu, pour beaucoup, par tout ce monde matérialiste, c'est de retrouver ce sacré dans tout ce qui nous anime en fait. Et il n'y a pas un moment que nous pouvons reproduire. C'est-à-dire, toi et moi, Isabelle, nous allons pouvoir nous revoir, mais ce moment-là, nous n'allons pas le reproduire. Et donc pour ça, il est sacré. Et la passion amoureuse, c'est un dépassement de soi, mais en quelque chose de beaucoup plus grand, qui nous transcende. Et je dirais que même si des gens ont vécu des passions qui les ont mis par terre, ils ont eu la chance de toucher cette grâce-là. Moi, je souhaite à tout le monde une passion amoureuse. Et moi aussi. Ça fait bouger les lignes, ça nous fait sortir de notre zone de confort, ça nous permet de nous explorer dans tous les recoins de notre univers intérieur. Il n'y a rien de meilleur que de s'aimer et de se jeter à corps et à bras perdus dans l'amour. Sur ces dernières paroles, merci beaucoup Ariane. Merci de cette expérience passée à tes côtés d'un mois et demi ici en Colombie, absolument extraordinaire, tellement enrichissante. Et je me réjouis de mettre au monde à tes côtés, que nous mettions au monde le fruit de cette très belle et profonde amitié sous la forme de 1001 projets, à commencer par ces 2 voyages cet été en Europe, donc sur les sentiers Qatar en juillet et à Florence et en Toscane fin mai. Et puis aussi avec la sortie de ce livre pour les enfants, probablement en 2024. Voilà. C'est une surprise, mais on n'en dit pas plus. Merci et à bientôt sur la chaîne. Merci.